Donc d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Thibault Larieux, je suis kinésithérapeute depuis 9 ans et là je travaille au centre de Boulevard Beaumarchais dans le 11e arrondissement. Et je suis aussi trésorier adjoint de la CPTS Paris 11 et donc co-référent du parcours douleur. C'est un projet pluriprofessionnel visant à améliorer le parcours de soins des patients et des patientes souffrant de rachalgie chronique et de fibromyalgie. Donc c'est un projet qui se développe dans le 11e arrondissement. Après les questions qu'on fera, je vous présenterai ce projet-là, d'abord pour vous dire un petit peu comment il fonctionne et pour vous informer sur le fait qu'il y a un réseau comme ça qui se met en place pour les patients, et en même temps pour essayer de recruter si vous avez envie de l'intégrer, et donc d'intégrer notre annuaire de professionnels de santé formés pour ces patients. Alors, dans toutes les diapos que j'ai fait ou dans les modèles que je vais vous présenter, j'ai pas noté les sources à chaque fois. Je me suis inspiré de toutes les formations et des lectures que j'avais faites. Donc, globalement, je me suis inspiré de la thérapie fonctionnelle cognitive, qui est un modèle et une prise en charge développée par Peter O'Sullivan, qui est un physiothérapeute australien. Je me suis aussi inspiré de l'équipe de Smarter Rehab, qui est une équipe de physiothérapeutes en Suisse, qui travaille beaucoup sur le contrôle moteur et sur la douleur chronique. Et après, je me suis beaucoup inspiré de Mike Stewart et de sa formation No Pain, qui est un kinésithérapeute anglais qui a beaucoup travaillé aussi sur la communication avec les patients, et de l'ostéopathe Laurent Fabre, et du physiothérapeute canadien Greg Lehman, qui a sorti un livret sur la douleur à destination des professionnels de santé, mais aussi à destination des patients, qui est hyper clair. Donc pour le plan, au début, je vais faire une introduction un petit peu longue pour vous présenter les différents concepts autour de la douleur, et sur la douleur en général, et sur le modèle biopsychosocial pour expliquer la douleur chronique. Et après, on parlera de la prise en charge kinésithérapique, donc le fait de prendre conscience de la situation, de l'expérience douloureuse et l'accompagnement du patient vers le changement. Mm. Donc, on parlera du bilan, de l'anamnèse, de l'examen physique et après de la prise en charge même, donc la réadaptation. Après, je conclurai sur les différentes barrières qu'il peut y avoir à cette prise en charge et aussi sur l'importance du travail pluriprofessionnel. Donc d'abord, en effet, la douleur, c'est complexe. Donc, je vais vous présenter différentes situations comme cette personne-là qui fait mal au cou, au travail, devant son ordinateur, sans charge physique apparente, et ce rugbyman qui va subir des chocs cervicaux répétés et qui va pouvoir, lui, jouer ses 80 minutes et rejouer même le week-end suivant. Ou par exemple, dans cette situation-là, le lumbago ou le faux mouvement, ou le tour de rein, parfois, comme on peut l'appeler, qui sur un geste anodin va survenir par rapport à ce travailleur du bâtiment qui va pouvoir répéter et répéter des charges en flexion, donc toujours se pencher en avant avec des contraintes physiques assez importantes et qui va lui aussi travailler toute la journée. Enfin, cet enfant-là qui a l'air d'être en grande souffrance pendant son vaccin, face à ce fakir qui est allongé sur une planche avec plein de clous et qui a l'air plutôt assez détendu. Donc, pour quelles raisons ces personnes-là, pardon, vont ressentir de la douleur et d'autres non? Bah, on pourrait dire que c'est lié à l'entraînement, ou lié à l'habitude, ou à l'adrénaline. Bah, ça, c'est vrai, c'est des facteurs physiques ou hormonaux qui rentrent en jeu. Mais sauf que je peux aussi vous dire que là, le rugbyman, il pourrait très bien lui aussi se faire un torticolis la semaine en remplissant sa fiche d'imposition sur son ordinateur. Ou le travailleur du bâtiment, le lendemain matin, au moment où il prendrait sa chaussure pour se chausser, bah, il pourrait lui aussi se faire une douleur au dos. Et là, qui nous dit qu'en fait, le fakir, bah, peut-être qu'en fait, il supporte pas du tout les vaccins et que lui aussi, au moment où il devrait en bénéficier, il pourrait ressentir une grosse douleur. Donc, qu'est-ce qui fait que la douleur est complexe? Bah, c'est parce qu'en fait, elle est multifactorielle et elle est influencée par le contexte. Donc là, si on reprend cette image-là, c'est une image plutôt vraie, mais assez simplifiée de la douleur, mais vraie quand même. On va avoir le pied, donc l'extrémité périphérique, où il va y avoir la stimulation du nocicepteur périphérique par la source de chaleur, qui déclenche un influx électrique qui remonte jusqu'à la moelle, puis après qui remonte jusqu'au cerveau. Donc le cerveau, il reçoit cette information-là, il l'intègre, mais c'est pas ça la douleur qu'on ressent. La douleur, c'est l'intégration de cette information-là avec tout un autre tas d'informations, telles que les expériences précédentes, les anticipations, les attentes, mais aussi l'humeur du moment ou les changements neurochimiques et structurels qui sont présents dans le cerveau. Et en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui vont donner naissance à la douleur. Donc la douleur, c'est une expérience désagréable. Si je reprends la définition, c'est une expérience désagréable associée à une atteinte tissulaire, réelle ou potentielle, incluant des composantes sensorielles, cognitives, émotionnelles, comportementales et sociales. Ça, on reviendra là-dessus plusieurs fois pendant le webinaire. Mais c'est aussi une fonction protectrice conditionnée par une évaluation implicite du cerveau, comme quoi le corps est en danger et a besoin de protection ou au moins a besoin de réaction.
Donc souvent, ce que je vais utiliser parfois pour expliquer la douleur, c'est la métaphore de l'alarme. Donc une alarme, donc j'utilise pardon la métaphore de l'alarme, mais une alarme avec une sensibilité variable. Ça veut dire que des stimulus d'intensité différente peuvent déclencher la même réponse. De la même manière, l'intensité de la réponse peut aussi être différente malgré le même stimulus. Donc, initialement, la douleur, c'est une bonne chose, elle fonctionne comme une alarme, comme c'est quelque chose de protecteur, et qui entraîne une réponse adaptative. Mais c'est une alarme avec une sensibilité variable. Par exemple, si on utilise cette image-là, ou si on utilise l'image du boîtier de détecteur de fumée, c'est comme si parfois juste la fumée du grille-pain déclenchait l'alarme, ou si parfois un simple souffle sur le boîtier allait déclencher une réaction, allait déclencher que le boîtier se mette à faire du bruit. Donc différents stimulus vont pouvoir déclencher une même douleur. Et pareil, l'activation du boîtier après, elle pourrait déclencher des réactions disproportionnées comme l'arrivée des pompiers avec les 3 camions qui sont prêts à éteindre un incendie, alors qu'en fait, il n'y a même pas de feu. Donc tout ça pour vous dire que l'intensité de la douleur, elle n'est pas forcément proportionnelle à la quantité de lésions tissulaires et qu'il peut y avoir une douleur sans lésion et puis aussi parfois y avoir une lésion structurelle sans même ressentir de la douleur parce que cette douleur, elle est toujours multifactorielle. Donc, sortir du prisme biomédical au profit du modèle biopsychosocial. Donc, l'expérience douloureuse est influencée par de nombreux facteurs. Donc là, j'ai écrit quelques phrases assez bien écrites entre guillemets pour pouvoir expliquer ce modèle biopsychosocial. En fait, c'est que c'est un modèle qui considère les facteurs psychologiques et sociaux en interrelation avec les mécanismes neurophysiologiques impliqués. La nociception, les croyances, les émotions, l'environnement culturel et social influencent l'expérience douloureuse qui elle-même affecte notre comportement, nos émotions, et ça tourne en boucle. Donc le modèle biopsychosocial, c'est pas juste un supplément d'empathie ou c'est pas juste être à l'écoute du patient. Et c'est pas non plus faire le psy comme si certaines pathologies résulteraient uniquement d'une problématique émotionnelle. Mais le modèle biopsychosocial, c'est pas non plus mettre complètement de côté le côté biologique ou le côté structurel. En fait, c'est d'intégrer l'ensemble de ces éléments dans la problématique pour avoir la vision la plus globale possible des mécanismes influents. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle qui est théorique, mais qui est celui le plus poussé de nos jours pour expliquer la douleur et qui nous aide à former un ensemble d'hypothèses explicatives de la maladie. Donc ici, la lombalgie, et c'est aussi un outil clinique qui va nous aider au diagnostic et aux propositions thérapeutiques. Donc par exemple, si on s'intéresse donc toujours à la douleur. En fait, là, c'est un petit peu le feu biopsychosocial que va décrire Laurent Fabre. Tout le feu, la taille de l'incendie, c'est la douleur, l'expérience douloureuse que va vivre le patient. Pour qu'il puisse y avoir une expérience douloureuse comme ça, il faut qu'il y ait un tout petit point de départ. Il faut quand même qu'il y ait une allumette au bout d'un moment qui va s'enflammer. L'allumette, c'est souvent ce qui va venir en tête initialement dans nos têtes ou dans la tête du patient, c'est le principe de la surcharge physique. Soit, bah, souvent, même c'est des patients qui vont nous dire, ils ont mal au dos, bah, je me souviens pas avoir trop porté, je me souviens pas avoir changé d'habitude, j'ai rien fait de particulier. Donc parfois, soit ça va être une surcharge physique, donc trop de contraintes ou trop de répétitions, ou soit parfois, bah, il suffit juste d'un rien pour que cette allumette-là, elle prenne feu. Mais par contre, pour que ça puisse déclencher un feu assez conséquent, il faut qu'il y ait du petit bois, il faut qu'il y ait quelque chose qui, entre guillemets, qui permette à la flamme de grandir. Et ça, le petit bois d'allumage, c'est le contexte du survenu de la douleur. Donc, il va y avoir des liens avec le sommeil, les émotions désagréables, la charge mentale ou le mode de vie. Ça, c'est ce qui va constituer le concept pour que la douleur puisse prendre forme. Et après, qu'est-ce qui continue de faire grossir la flamme? Bah, ça, c'est le petit nuage qui souffle dessus. Donc, ça va représenter les attitudes, les croyances, la souffrance du patient qui se surajoute à la douleur qu'il va ressentir, les mécanismes de peur, les mécanismes d'évitement, l'environnement social. Et ça, concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être ce que le patient va pouvoir entendre via les professionnels de santé, donc soit le médecin, les ostéos ou les kinés qui vont pouvoir parler d'asymétrie, de blocage, de bassin décalé ou de discopathie. Le fait que souvent, on va avoir en tête que la douleur est égale à la lésion qu'on a. Donc, plus j'ai mal, plus en fait, mon corps est en train de se dégrader. J'ai de l'arthrose ou j'ai une hernie discale. Et après, au niveau comportemental, le fait, la peur et évitement du mouvement, l'arrêt des activités, le peu de soutien moral, le harcèlement, tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir faire en sorte que la douleur, elle prenne de plus en plus de place et devienne de plus en plus importante.
Hum, Donc, et après, une fois que la douleur est là, comment se passe l'évolution vers la chronicité? Bah, je vous ai parlé du petit bois, donc ça c'est le contexte, c'est ce qui permet à la douleur de vraiment prendre de la place. Il y a l'allumette, c'est la contrainte physique non gérée à un moment, trop de répétitions ou trop de poids, ou parfois presque rien. L'évolution en douleur chronique, elle va passer par les facteurs comportementaux, psycho et sociaux qui sont présents. Donc, soit les informations médicales négatives, les croyances négatives, la faible auto-efficacité, l'expérience négative passée, l'anxiété, le stress, la peur, la déprime, le catastrophisme, la vigilance, l'évitement. Tout ça, c'est ce qui mène à la sensibilisation périphérique et centrale. Le schéma ici, il décrit la persistance des symptômes malgré le délai de récupération de la structure vous voulez dépasser. Alors que le tissu responsable initialement de la douleur, il a cicatrisé, les délais normaux de cicatrisation sont passés, la douleur persiste quand même. On a une décorrélation entre l'intégrité du tissu et la douleur ressentie. Une douleur sera toujours présente sans forcément avoir la présence d'une lésion structurelle. Donc en fait, il y a peu de pertinence parfois d'avoir les résultats d'une radio ou d'une IRM qui montrera une discopathie, une arthrose ou une autre image inquiétante qui n'a pas forcément de lien avec les symptômes. Une, une douleur peut être présente sans forcément avoir une lésion structurelle. Donc, maintenant, je vais vous présenter le modèle de peur-évitement, qui est une interaction entre les cognitions et les émotions menant à la chronicisation. Donc, c'est un modèle qui a été proposé par Vlayen dans les années 2000, qui est une sorte d'analyse cognitivo-comportementale de la douleur. Donc, on observe chez les patients souffrant de douleurs chroniques une modification des comportements en lien avec une kinésiophobie. La kinésiophobie, c'est une peur excessive, irrationnelle et démoralisante du mouvement et de l'activité physique, résultant d'un sentiment de vulnérabilité à une blessure douloureuse ou à une nouvelle blessure douloureuse. Par exemple, un patient qui a été opéré du dos, qui n'a pas spécialement d'autres antécédents, qui va avoir un profil psychosocial normal et qui va ressentir des douleurs post-opératoires. Sa douleur, impactée par les facteurs émotionnels et cognitifs, entraîne une appréhension sur les mouvements susceptibles de déclencher des douleurs. Il va pouvoir ressentir une anxiété face aux exercices, une anticipation négative. Je vais avoir mal, je risque de me détruire le dos, je risque d'invalider l'opération dont j'ai bénéficié, je ne pourrai plus marcher. C'est ce qu'on appelle la dramatisation de la douleur. Et du coup, une augmentation de la peur liée à cette douleur. Cette dramatisation et cette peur liée à la douleur entraînent un comportement d'évitement et d'hypervigilance. C'est ce qu'on a plutôt à gauche du cercle. De ce fait, et de ce fait, lié à cette peur, on va éviter de réaliser les exercices ou on va les faire, mais en faisant très attention avec les mouvements du dos. Donc, les conséquences de ça, c'est une diminution du mouvement, une perte musculaire, une diminution des activités physiques, une diminution de l'autonomie et une augmentation de la dépendance. Les croyances catastrophiques entraînent des comportements d'évitement par peur de la douleur et la kinésiophobie a pour conséquence un handicap fonctionnel et la chronisation de la peur et de la douleur. Donc, dans la prise en charge, ce qu'on va devoir faire, c'est un travail de compréhension, essayer de travailler sur le fait de réduire cette peur-là, de gérer la douleur et une reprise progressive ou de l'exposition graduelle. Donc là, j'ai mis deux diapos sur le fait que souvent, c'est des patients qui vont nous dire, mais est-ce que ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que ma douleur, elle est dans ma tête? Donc là-dedans, il y a deux questions. C'est la question de est-ce que ma douleur, elle existe vraiment? Est-ce qu'elle existe-t-elle? Ou comment je peux avoir mal si j'ai rien d'abîmé? Donc c'est bien d'en discuter avec le patient, de comprendre la composante multidimensionnelle de la douleur, puisque la douleur est une perception, mais c'est une perception qui est bien réelle, c'est pas quelque chose qui est inventé. De discuter du principe de la sensibilisation périphérique centrale et qu'il n'y a pas forcément une lésion périphérique qui va toujours être présente. Et après, j'ai listé tous les différents changements qui sont apportés par la chronicité, pardon, soit des changements musculaires, soit des changements sensorimoteurs, soit des changements au niveau du système nerveux central, pardon, et soit des changements au niveau de la plasticité cérébrale. On passe cette diapo-là parce que je pense que je vais me dépasser un peu. Ok, donc tout ça, c'est bien intéressant, mais donc quel est le rapport avec la kiné? Bah, justement, la kiné, l'un des objectifs, c'est de changer l'histoire à propos de la lombalgie chronique. On va essayer de retourner vers le mouvement en prenant en compte tous ces facteurs. Là, j'ai écrit ça à Look at the Big Picture. C'est Matt Stewart qui nous dit souvent ça. C'est en fait essayer d'avoir une vision globale du patient, essayer de lui donner cette vision globale-là et de prendre de la hauteur sur le problème, sur la situation. Prendre conscience de l'ensemble des éléments contribuant à la douleur. Parce que vivre avec une douleur qui persiste, ça peut parfois donner l'impression d'être coincé dans un bouffon sans savoir pourquoi. Ça peut être frustrant, énervant, décourageant.
On se pose des questions, on comprend pas. Et pour comprendre ce qui se passe, bah, il peut être utile d'obtenir une vue d'ensemble de la situation ou prendre de la hauteur. Donner au patient la possibilité d'avoir une vue panoramique et ne pas prendre chaque élément individuellement, parce que les facteurs bio, psycho et sociaux fonctionnent ensemble. Ce sont des patients qui vont se sentir piégés et dont la vie est mise en pause parfois. Donc, dans les grandes lignes de la prise en charge, l'objectif de la clinique, changer les comportements. Donc, via une prise de conscience et en les accompagnant, pardon, vers le changement. Les différents axes de travail seront de donner du sens à la douleur, faire un travail d'exposition graduelle et une reprise des activités physiques, travailler le mouvement, travailler le renforcement musculaire, et en même temps, essayer d'aller vers un changement d'habitude, changement des modes de vie qui participent à la douleur. Donc, en prenant en compte les activités qui ont du sens et réduire les choses qui sont désagréables et réduire pardon, si possible. Hum. Donc, par où commence-t-on? D'abord, le bilan ou le triage du patient, l'accueil du patient, l'anamnèse, l'examen physique et savoir si sa priorité clinique est bien quelque chose à laquelle on peut répondre. La réadaptation, la prise en charge, donc donner du sens à la situation, redonner confiance avec l'exposition graduelle et l'exercice physique, et changer les modes de vie si c'est possible. Et après, dans un dernier temps, la réévaluation, l'analyse via un entretien, des questionnaires, savoir s'il y a priorité clinique, elle a changé, est-ce qu'il y a, on a aussi les gros problèmes, maintenant on s'attaque à d'autres choses, donc on a besoin de refaire une évaluation pour savoir quel traitement donner. Et après, aussi réorienter si besoin. L'anamnèse. C'est l'entretien avec le patient pour récolter un maximum d'informations utiles à la compréhension de la problématique du patient et planifier la prise en charge. Souvent, je compare ça un petit peu comme Sherlock Holmes avec sa loupe qui va essayer d'aller récolter toutes les informations nécessaires à la compréhension et à la prise en charge. Donc d'abord, il y a toutes les questions à propos de la douleur. Donc, je reviendrai après dessus. Toutes les questions à propos des croyances, la vie sur la douleur, les facteurs psychosociaux, comprendre les stratégies de gestion du patient, essayer de questionner ou d'avoir des informations sur son hygiène de vie, la sédentarité, l'alimentation, l'alcool, le sommeil, discuter avec la personne de ses objectifs, de ses attentes, savoir si est-ce qu'il est recommandé est-ce qu'on a vraiment besoin de passer des nouveaux examens pour écarter des diagnostics et faire en même temps le triage avec l'évaluation pour écarter les red flags ou les drapeaux rouges. Ouais, bien sûr que la lombalgie soit bien non spécifique. Donc, par rapport à l'évaluation de la douleur, on se pose la question, où est-ce que ça fait mal? Comment est-ce que ça fait mal? Quand est-ce que ça fait mal? Depuis quand par rapport à l'histoire de la maladie? On s'interroge sur les facteurs soulageants, les facteurs aggravants, les incapacités, etc. C'est toujours remplir un body chart avec un code couleur spécifique. Et après, on essaie de répondre aux questions. Quel type de douleur c'est? Est-ce que c'est nociceptif, neuropathique, nociplastique, central, mixte, etc. On essaie de rechercher les facteurs comportementaux, psychologiques, cognitifs, émotionnels et sociaux. Donc ça, c'est les facteurs qui vont participer à l'explication. Pourquoi est-ce que la douleur persiste-t-elle? Qu'est-ce que pense le patient? Qu'est-ce que ressent le patient au niveau de ses émotions? Et comment sa douleur l'impacte-t-il ou comment la douleur l'impacte-t-elle? Donc, dans les facteurs comportementaux, on recherche les comportements d'évitement liés à la douleur, les comportements de mauvaise gestion, ça veut dire parfois des patients qui vont avoir tendance à trop en faire, du coup après plus rien faire, ou des comportements complètement d'évitement. On va chercher les facteurs cognitifs, l'hypervigilance, le catastrophisme, les croyances négatives, les facteurs émotionnels avec le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, la colère, la frustration, la honte, et les facteurs sociaux, quels sont l'impact de la douleur sur sa vie sociale, est-ce qu'il est en train de vivre des événements stressants, quel est le statut socio-économique, financier, est-ce que c'est une personne qui est en ce moment dans la recherche d'un procès, le fonctionnement familial ou culturel. On essaye d'avoir un maximum d'informations, ce qui est possible, hein. Donc, les questions lors de l'anamnèse pour essayer d'avoir une réponse à ces facteurs-là. Dans les facteurs comportementaux, je vais juste vous en lister quelques-unes, il y en a beaucoup. Donc, que faites-vous lorsque vous avez mal? Est-ce que la douleur a changé votre vie? Dans les facteurs cognitifs, pour vous, quelle est la cause de votre mal de dos? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Les facteurs émotionnels, est-ce que vous pensez souvent à votre dos? Est-ce que cette situation vous rend triste, vous fait honte, vous met en colère, vous fait sentir de l'injustice? Comment voyez-vous l'évolution de votre douleur? Et les facteurs sociaux, trouvez-vous que votre problème de dos a modifié vos relations amicales, personnelles, amoureuses ou professionnelles? Ok, donc grâce à l'anamnèse, on commence à avoir une idée du problème du ou de la patiente.
Donc des hypothèses se forment dans notre tête qu'on va vouloir confirmer ou infirmer avec l'examen physique. On commence un peu à avoir des informations sur l'aspect de la charge mentale, sur les émotions, sur le sommeil, sur le mode de vie, sur l'histoire de la maladie, sur la douleur, etc. Maintenant, en termes de charge physique, est-ce que le patient va pouvoir a des postures prolongées dans sa journée? Est-ce que il a des positions de travail particulières? Est-ce qu'on va partir, on va discuter, essayer de comprendre s'il y a des questions de déséquilibre, de surcharge, de manque de variation de mouvement ou de surcharge de tissu? On pose ces questions pour s'intéresser à la charge physique appliquée sur les tissus. Mais je vous rappelle que la charge physique, elle n'est pas forcément mauvaise pour le tissu. Tout dépend de la sensibilité globale du système. En fait, tout est lié au petit bois qui va déclencher, tout est lié à la métaphore du petit bois et de l'allumette. La somme des facteurs, la charge mentale, émotion, sommeil, mode de vie, conditionne le seuil de sensibilité que peut subir notre organisme. Donc là, je reviens, donc c'était évaluer, ça, l'examen physique, on y reviendra après, évaluer comment le patient bouge, et se demander, y a-t-il des facteurs locaux originaux que nous pouvons modifier pour changer les contraintes. Ça, j'ai mis ça un petit peu en avance, mais c'est l'examen physique qu'on va faire juste après. On peut aussi expliquer la douleur, avec ces principes de sensibilité, donc c'est ce que je vous disais, c'est la somme de la charge mentale, les émotions, le sommeil, le mode de vie, qui crée un petit peu nos sortes de seuil de tolérance. Et après, il suffit d'une petite chose, d'un mouvement, d'une contrainte physique pour que la douleur se ressente. Pareil, on peut utiliser cette image-là avec ce diagramme en barre, le stress, la fatigue, l'émotion, le physique. La somme de tout ça dépasse le seuil de sensibilité, le trait noir. La douleur se ressent. Mais là, on voit avec cette image-là que s'il y avait uniquement juste un facteur physique, donc, il n'y aurait pas forcément de douleur. Et donc, toujours ramener l'expérience douloureuse à la somme de l'ensemble de ces facteurs. Ok, maintenant l'examen physique. Dans l'examen physique, on veut observer les mouvements du patient et voir si quelque chose est douloureux et proposer des modifications qui aideraient à modifier les contours. Donc, on va évaluer la mobilité active, flexion, extension, inclinaison, rotation, translation. Donc, on va regarder comment est-ce qu'il se penche en avant, comment est-ce qu'il se penche en arrière, comment est-ce qu'il se penche sur les côtés, comment il se tourne. On va demander aussi des mouvements fonctionnels, donc se pencher, ramasser quelque chose, s'asseoir, se lever, porter, mettre quelque chose en hauteur, marcher, etc. S'il y a un problème neurologique qu'on suspecte suite à l'anamnèse, on fait aussi le bilan neurologique. Donc, l'évaluation de la sensibilité, de la motricité, la force, les mises le neurodynamique et les signes centraux. On cherche en fait toute chose qui va nous paraître un peu anormale dans la façon de bouger. Est-ce que, par exemple, on observe une augmentation du tonus? Est-ce que c'est quelqu'un qui va bouger et qui garde toujours sa colonne qui reste bien en neutre? Ça veut dire toujours la colonne qui reste avec le dos droit. Est-ce que c'est quelqu'un qui gaine trop au moment où il doit bouger? Il va contracter sa ceinture abdominale. Est-ce que c'est quelqu'un qui se met en apnée? Donc, au moment où il doit se lever ou se pencher, on entend inspirer, garder la respiration, faire le mouvement avec une certaine crainte peut-être. On observe la fluidité. Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Est-ce qu'il y a un soutien avec les mains au moment où on doit essayer de se baisser? Est-ce qu'il y a une boiterie, un évitement, des étirements compulsifs? Parfois, on utilise un peu l'image du frein à main. On compare la façon de bouger des patients souffrant de douleurs chroniques à une voiture qui a gardé le frein à main par peur de prendre de la vitesse. C'est une mobilité qui va être plus lente, qui va être contrôlée, qui va être tendue. C'est comme si on voulait bouger la main. Ça, je vous invite à le faire. C'est si vous vouliez serrer le point fort et vous voulez essayer de bouger votre main en maintenant le point fort, en maintenant le point serré, pardon. Bah, on va sentir qu'il y a de la tension, qu'il y a des bruits articulaires, qu'il y a un manque de fluidité. Donc, travailler cette prise de conscience et le relâchement, c'est aussi un moyen de diminuer justement les contraintes qu'on va pouvoir sentir dans la zone douloureuse. On cherche la variété de mouvements pour avoir une variété de contraintes et éviter de faire toujours la même chose. Donc, une fois qu'on a vu le patient et sa façon de bouger, on va essayer de proposer des mouvements alternatifs. Et est-ce qu'il y arrive? Par exemple, si on prend un patient qui a des douleurs de dos depuis 5 ans et on comprend grâce à l'anamnèse qu'il y a un problème dans le mouvement de flexion, qu'il y a un problème quand il doit se pencher en avant. À cause de ces douleurs, il a dû arrêter le tennis, il va à la natation de temps en temps et il a très peur que la douleur revienne. Il y a eu 3 nouveaux épisodes de douleur, c'était moins intense que la première fois et maintenant il fait très attention. Là, ça fait 3 mois qu'il a mal et il vient nous voir. On va lui demander, parce qu'on doute qu'il y a un problème en se penchant en avant, on va lui demander de se pencher, par exemple, ramasser un stylo, pencher pour porter un poids de 5 kilos, se pencher pour porter un poids de 15 kilos. Et on regarde ce qui se passe.
On observe une perturbation du schéma pour se pencher en avant et une peur du mouvement, une kinésiophobie associée. Donc, on se pose la question, quels sont les mécanismes sous-jacents qui l'empêchent de faire le mouvement? Normalement, se pencher, ramasser quelque chose, on devrait se pencher avec le dos rond. Est-ce qu'il arrive à le faire ou s'il ne veut pas du tout le faire, est-ce qu'il arrive peut-être à se pencher en gardant le dos droit, mais sans plier les jambes? Donc, on voit qu'à chaque fois qu'il doit se pencher, il va plutôt descendre comme s'il faisait un squat, quelle que soit la charge qu'il doit porter, que ce soit un stylo, 5 kilos ou 15 kilos, c'est la même manière. Si il a peur de se pencher en avant avec le dos rond, est-ce qu'on peut essayer d'intégrer de la variabilité en se penchant avec le dos droit? Et après, s'il peut pas le faire, on se pose la question, est-ce que c'est à cause de restrictions structurelles? Est-ce qu'on va dire il est trop raide? Est-ce qu'il y a un problème de mobilité neurodynamique? Est-ce que c'est un problème articulaire? Est-ce que c'est un problème musculaire? Donc là, on est dans le côté très structurel. Est-ce que c'est un problème de la fonction sensorimotrice? Est-ce que c'est un patient qui sent pas bien ou qui visualise pas bien son mouvement? Ou est-ce que c'est un problème de fonction cognitive et qui sont liés donc à ses croyances, ses émotions, ses expériences vécues, qui fait qu'il bouge comme ça? Et souvent, ça va être un petit peu des facteurs associés. Ça, c'était une présentation de tout le bilan et essayer de de faire un peu une sorte de cadre de traduction de la douleur musculo-squelettique, comment mettre sur papier toute la situation du patient, mais je ne vais pas vous le présenter. Ok, maintenant, une fois qu'on a toutes ces informations-là, comment on va faire pour passer d'une situation où le patient ou la patiente est en détresse liée à la douleur ou l'incapacité à une situation où le patient ou la patiente se sent de vivre à nouveau par un travail de collaboration et un travail d'équipe. Donc, les différents axes de travail, il y aura le donner du sens à la douleur, avec une communication, avec un point très important sur la communication. Le travail de l'exposition graduelle et la reprise des activités physiques. Donc, on veut refaire du mouvement, redonner du mouvement, travailler le renforcement musculaire en établissant des objectifs, avec l'acronyme SMART, par exemple. Et le travail sur le changement d'habitude, la modification du mode de vie, en prenant en compte les activités qui ont du sens et réduire les choses qui sont désagréables, en ciblant des comportements spécifiques. Donc, un petit point sur la communication et sur l'éducation. L'un des problèmes numéro un à la récupération des patients, c'est notre désir irrépressible de réparer le patient, le convaincre, lui donner la solution, le pousser à faire. Or, l'éducation ou la transmission d'informations, c'est un processus actif et collaboratif. On cherche l'autonomisation du patient, augmenter son efficacité, donner le contrôle aux gens. C'est en étant actif de la prise en charge que le patient pourra s'en sortir. Pour rappel, les patients ont souvent entendu beaucoup d'avis différents sur leur douleur et se sentent coincés. Donc, c'est important d'avoir une bonne alliance thérapeutique en utilisant les outils, l'écoute active, les questions ouvertes, en manifestant son empathie, utiliser le questionnement socratique et de rechercher, demander au patient ce qu'il en pense, demander au patient ce qu'il a gardé de la conversation et surtout éviter les longues explications, mais plutôt le guider pour qu'il trouve par lui-même. L'entretien motivationnel, aller vers le changement, élaborer le discours changement, modérer le discours maintien. Après, là, quelque chose qui est très important pour moi, c'est faire attention aux mots utilisés. Les mots, c'est comme du dentifrice. C'est pas possible de le remettre dans le tube une fois qu'ils sont sortis. Il y a toute une liste de mots qui font peur, l'arthrose, dégénérescence, neurologique, instabilité, etc. Donc, essayer de prendre conscience de ça et de changer son vocabulaire. Et après, les thérapies cognitivo-comportementales pour réussir à faire prendre conscience de l'interaction des pensées, des émotions et des comportements dans la douleur. Donc, la première partie, donner du sens à la douleur, redonner le pouvoir au patient, knowledge is power. Donc, aller vers la validation des symptômes, c'est souvent des patients qui sont perdus, démunis et en perte de confiance dans les professionnels de santé. Aller utiliser l'explication biopsychosociale de la douleur pour avoir vraiment une vision globale de la situation. Discuter des croyances, si ce sont des barrières à la progression. Utiliser des métaphores. Proposer le cercle vicieux de la douleur et la solution, le cercle vertueux de la réadaptation. Dans la partie modification des contraintes et exposition graduelle avec contrôle. Donc ça, c'est le corps de notre patient. C'est s'il y a de la douleur. Pardon, ça c'est le corps de notre patient. S'il y a de la douleur, s'il ressent de la douleur, c'est que le cerveau, il perçoit quelque part une zone avec une contrainte qui lui convient pas. On va appeler une sorte de zone de surcharge, une zone de trop de contraintes. Donc l'objectif, ça va être de changer le message d'information allant de la périphérie au système nerveux central. On veut changer les contraintes, on veut que le nerf qui soit stimulé, qui arrive jusqu'au cerveau et qui l'informe qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, on veut changer cette voie d'activation-là.
Donc, c'est quoi les différentes solutions qu'on va avoir? Donc, pour la modification de la perception des contraintes locales, on peut utiliser des techniques de thérapie manuelle et utiliser le renforcement musculaire. Le fait de retravailler ses muscles, retravailler les muscles du bassin, retravailler sa sangle abdominale, retravailler les muscles des membres inférieurs, c'est ce qui va aider à pouvoir modifier la perception de la zone, modifier les contraintes sur la zone douloureuse. Et aussi, toujours le même principe, le fait d'essayer d'apprendre à bouger différemment pendant un temps, le fait d'apporter de la variabilité dans le mouvement. Par exemple, si c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un à chaque fois qu'il se penche, il utilise toujours la même manière, il se penche toujours avec le dos rond. Bah, c'est pas, se pencher avec le dos rond, c'est pas un problème. Le problème, c'est la répétition de faire toujours la même chose. Donc, apporter de la variabilité, ce serait faire prendre conscience de comment est-ce qu'on creuse la colonne lombaire, comment est-ce qu'on travaille avec le mouvement d'antéversion du bassin pour modifier le dos rond pour aller dans une colonne un petit peu plus neutre pendant un temps. Et après, le patient, il pourra faire comme il veut, soit utiliser le dos rond, soit utiliser le dos droit, soit plier les jambes. Mais ce qui est important, c'est la variabilité. Pareil, si c'est quelqu'un qui a toujours entendu, bah oui, moi, on m'a dit qu'il fallait que je me tienne droit. Ma maman, elle m'a toujours dit, tiens-toi droit, tiens-toi droit. Et en fait, il y a toujours un schéma d'extension. Dès que cette personne-là va se pencher, elle n'ose pas se pencher avec le dos rond, elle est toujours très droit. Et ben là, apporter de la variabilité en essayant de faire prendre conscience de la rétroversion du bassin, en essayant de faire prendre conscience que bah, la colonne lombaire, elle bouge aussi en dos rond, et que c'est pas un problème de faire ça. C'est là où il y a tout le travail cognitif à faire aussi. Donc, apporter cette variabilité de mouvement, soit en flexion, soit en extension, soit en inclinaison latérale, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va faire en travaillant avec des feedbacks, en travaillant avec le miroir, en travaillant avec des vidéos, avec des dessins, avec des conseils oraux, en discutant, en conseillant, etc. L'exposition graduelle, c'est une expérimentation comportementale pour renforcer la capacité à contrôler la douleur. En gros, c'est recommencer à faire un mouvement que le patient avait interrompu par peur de se faire mal. Comment est-ce qu'on met en place l'exposition graduelle? Donc, en s'assurant que le patient se sente en sécurité, en travaillant le relâchement corporel ciblé, en essayant de volontairement détendre la zone, travaillant sur différentes choses, la conscience, le toucher, la respiration, apprendre des techniques de relaxation et de contrôle de la douleur en amont, et après, retravailler l'exposition aux activités importantes qui sont douloureuses, craintes ou évitées, et donc plutôt de travailler sur la confirmation des croyances positives, la confiance que la personne a dans son dos et on construire l'efficacité personnelle. Par exemple, si on reprend le principe de se pencher en avant, quelqu'un qui a une kinésiophobie, qui a vraiment peur de commencer à pencher dans le dos rond parce que ça lui rappelle tellement de mauvaises expériences de douleur, bah, retravailler petit à petit vers l'exposition graduelle le pencher en avant, ça va passer par du travail sur le dos, de par exemple ramener les genoux vers la poitrine pour arrondir la colonne lombaire, puis essayer de le faire soi-même, donc allonger sur le dos en passif, donc c'est quelqu'un qui le fait, le thérapeute qui fait, après le travailler en actif, donc le patient tout seul qui recommence à faire de la flexion de hanche et donc la flexion du dos allongé sur le dos, après d'essayer de travailler ce mouvement-là assis, et après de retravailler debout par étapes, d'abord en posant ses mains sur une table, après en posant ses mains sur une chaise, ou après en essayant de se laisser aller, de poser les mains au sol. Donc c'est vraiment ce principe de y aller petit à petit et de renforcer la confiance que le patient a dans son dos. Ça, c'est une diapositive qui explique justement le principe d'adaptation grâce à l'exposition graduelle et le fait de devoir vraiment y aller petit à petit pour laisser pour laisser au corps le temps de s'adapter. Et dernière partie, la modification du mode de vie, activité physique, alimentation, stress, sommeil. Qu'en parallèle, on cherche à modifier les choses qui vont participer à la sensibilité du système. En effet, il s'agit de personnes qui ont interrompu les activités qui avaient du sens pour eux. Donc, essayer de creuser ça, s'intéresser à la personne, trouver ce qui est important, rechercher les valeurs et les centres d'intérêt pour recommencer ces activités-là, progressivement, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, si la personne fait peu d'activité physique, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, lutter contre la sédentarité en fonction, bien sûr, des préférences du patient. En essayant de trouver une activité physique qui lui fait plaisir, que la personne aime bien. Donc, axé sur ses objectifs. Je vous rappelle que l'activité physique, c'est le meilleur médicament. Si on pouvait avoir une pilule qui donnait les mêmes effets que l'activité physique, ce serait celle qui serait le plus vendue au monde. Hum. Et après, creuser sur le sommeil.
Donc les postures de sommeil pour éviter la douleur, travailler la relaxation, l'hygiène de sommeil, la relaxation avant de se coucher, et les exercices physiques aident aussi à pouvoir améliorer la qualité de sommeil. Travailler sur la gestion du stress, travailler aussi sur l'alimentation. Une dernière diapo pour expliquer pourquoi l'exercice général actif aide lors de la lombalgie chronique. En fait, c'est une des choses qui va pouvoir aider sur chaque aspect de la sensibilité du système. Il va y avoir des bénéfices psychologiques, là, parce que ça, en termes placebo, il va y avoir une diminution des réactions psychologiques, ça aide à améliorer l'humeur, ça construit la confiance. Il y a des bénéfices psychosociaux, prendre part à d'autres changements dans la santé. Les bénéfices musculaires, améliore la tonicité, augmente les capacités physiques, stimule les capacités cognitives, et ça va aussi aider sur réguler le sommeil, améliorer la circulation sanguine, sur la stimulation hormonale et sur la stimulation du système immunitaire. Voilà pourquoi est-ce qu'on essaye au maximum de prôner l'exercice physique chez les patients avec qui c'est possible, parce que malheureusement, il y a certains types de douleurs, bah, ou même bouger fait mal. Donc là, il y aura d'autres portes de travail, d'autres portes de prise en charge. Mais c'est encore un autre type de douleur. Pour terminer, donc la conclusion. Donc il y a quand même, c'est un type de prise en charge qui va pas forcément fonctionner du tout avec tout le monde, parce que le patient doit être d'accord, il doit être prêt avec cette prise en charge, parce que c'est quand même quelque chose qui est très actif. Le patient est au centre et il est moteur de sa prise en charge. Le kiné, ce n'est juste un accompagnant. Ça peut être parfois difficile à mettre en place selon l'état d'esprit, justement, ou selon les croyances du patient. Car parfois, si c'est une personne qui est très focalisée sur le côté biologique, et ben, discuter des émotions et des pensées, ça va être difficile à faire et on peut vite se retrouver avec une perte de l'alliance thérapeutique. Donc, c'est important de discuter des attentes au début. En même temps, il y a un rôle très important du médecin pour un peu préparer le terrain, pour prédisposer le patient au fait que ce sera une prise en charge qui va être globale et une prise en charge active. Donc, je le note, mais j'en ai pas parlé, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de massage, il n'y a pas d'utilisation d'ultrasons dans la prise en charge de la douleur persistante, parce que c'est pas validé et parce que ça va plutôt avoir tendance à maintenir le patient dans une démarche passive. Donc ça, c'est un petit message pour les médecins, évitez de noter sur les ordonnances de massage. On pourra utiliser la thérapie manuelle, on peut utiliser le massage dans la prise en charge, mais c'est plus quelque chose qui va aider, une sorte de starter qui va aider à pouvoir aller vers le changement. Mais le problème, c'est que si c'est écrit et si c'est catalogué que la kiné, on fait des massages, bah, le patient, il part déjà un petit peu loin sur le fait que la prise en charge sera active et, psychosociale. Et pour terminer, la prise en charge pluridisciplinaire est hyper importante avec ces patients. J'en ai très peu parlé parce que je peux pas je peux pas parler de tout, mais je finis par ça. C'est souvent un problème qui va être multidimensionnel avec comme avec l'influence de facteurs psycho, l'influence de facteurs sociaux, l'influence de facteurs comportementaux. Et donc la communication interprofessionnelle, enfin le fait de travailler en équipe avec des médecins, des infirmiers ou des infirmières, des psychologues, c'est hyper important, et de travailler avec une bonne communication, un échange d'informations et avoir un même point de vue partagé pour éviter de donner différents sons de cloche aux patients.